La recherche fait des progrès spectaculaires dans des domaines extrêmement variés. Mais pour commencer, on va s'intéresser à ces deux patients. Ils s'appellent Pierre et Suzanne, deux destins totalement bouleversés grâce à des technologies révolutionnaires. Ils pensaient être condamnés à ne plus jamais marcher correctement à cause de la maladie de Parkinson ou encore d'une paralysie des jambes. C'était sans compter sur des puces implantées dans leur corps. Nous les avons rencontrés. Témoignages bouleversants recueillis par Florence Méréo et Mathieu Niewengloski. Sa maladie de Parkinson est toujours là. Mais désormais, celle-ci n'arrête plus Pierre Avenay. Tu bien aujourd'hui, là? Ah ouais, t'as vu là. À 69 ans, cet ancien instituteur redécouvre le bonheur d'une balade en forêt, le pas léger. Je ressens beaucoup de bonheur. Marcher, ça signifie liberté. C'est la liberté d'aller où je veux, quand je veux, et sur la distance que je souhaite. Car il y a quelques mois, pour Pierre, marcher, c'était risquer de s'écrouler. Devant chez lui, cette vidéosurveillance a capturé son quotidien infernal, marqué par les chutes à répétition. Mais grâce à une stimulation inédite de sa moelle épinière, ses jambes obéissent à nouveau. C'est tout cool. C'est tout cool. Bah, si c'est tout cool, pas sûr que ce soit si cool que ça, mais... C'est même lui, hier dépendant de ses proches, qui aujourd'hui aide madame. On n'y croyait plus. On pensait qu'on resterait plus que chez nous. On a même acheté un fauteuil roulant. Ouais. Elle est malade? Super. Sa renaissance tient en cette montre. Tu la remets en intérieur? En appuyant sur le bouton, il déclenche un boîtier qui va activer des électrodes fixées sur sa moelle épinière pour stimuler les zones qui contrôlent la marche. La technologie envoie aux jambes le message que le cerveau n'est plus capable de délivrer du fait de la maladie. C'était pas gagné d'avance. C'était pas du tout gagné d'avance. On dit, bah, est-ce que ça va fonctionner? Et en fait, là, c'est au-delà de nos espérances. Vraiment, ça... Si, on peut dire que ça a changé notre vie. Ces implants révolutionnaires, Pierre Avenay les a reçus en Suisse, ici même où on cherche à réaliser l'impossible. Ce matin, Suzanne Edwards, une Anglaise de 38 ans entièrement paralysée des jambes, va tenter de remarcher. 3, 2, 1, go. La joie immense d'être debout, comme un pied de nez au destin. Super. Suzanne avance grâce à d'incroyables capteurs cachés sous sa casquette. Alors debout, le panorama sur le lac Léman est époustouflant. Je me sens bien. Regardez la vue. Et avec le soleil, c'est parfait. Le chemin est long, les pas minuscules, éprouvants. Je peux m'asseoir? Mais après 14 ans prisonnière de son corps, chaque mouvement est un petit miracle. Quand je vais sortir avec mes amis, je vais pouvoir me lever, les regarder droit dans les yeux. Alors qu'on m'a dit à l'hôpital, vous ne pourrez jamais remarcher. Vos lésions sont très graves, il n'y a pas de traitement, pas de guérison. En 2011, Suzanne Edwards a 22 ans et est passionnée de sport. Pour fêter la fin de ses études, elle voyage au Maroc quand un soir la rambarde de l'hôtel s'effondre. Suzanne chute de 7 mètres. Elle est vivante, mais sa moelle épinière est sectionnée. Elle doit faire le deuil de ses jambes. Tu vas un peu vite là. Mais l'hôpital de Lausanne a réalisé un exploit. La faire avancer à la force de sa pensée et d'un drôle de pont virtuel, un pont digital pour contourner la lésion qui empêche Suzanne de marcher. Des électrodes conçues à Grenoble ont été implantées à la surface de son cerveau. Quand Suzanne pense à marcher, une intelligence artificielle décode sa volonté de mouvement. Une impulsion électrique est alors envoyée dans la moelle épinière abîmée, muscles et articulations s'activent, Suzanne remarche.
de pouvoir me lever un peu, marcher un peu. C'est bon pour ma santé physique, mais aussi mentale. Je me sens à nouveau moi-même et plus heureuse. 3 personnes au monde vivent aujourd'hui avec ce dispositif. Estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros, il est financé par l'Union européenne dans le cadre d'un essai clinique. Faire remarcher ceux qui n'ont plus d'espoir, c'est l'œuvre de ce duo de chercheurs. Lui est français, elle est suisse. D'ici quelques années, ils espèrent voir leur système sur le marché. Des personnes comme Pierre, comme Suzanne, c'est vraiment des pilotes d'essai pour nous. On n'est pas encore à un stade où c'est une thérapie, on est dans un espace académique de développement, jusqu'au jour où on espère que la technologie sera assez avancée pour la tester à grande échelle et puis vraiment qu'elle soit disponible pour tout le monde. Donc on est au début d'une grande aventure. Suzanne Edwards, comme Pierre Avenay, ne seront jamais complètement guéris. Ils doivent accepter leur quotidien avec ses fausses notes. Mais la technologie leur permet d'être mieux dans leur corps et dans leur tête. C'est sûrement là la plus belle des harmonies. Des exploits aussi dans les blocs opératoires aujourd'hui. Ce ne sont plus seulement des mains de chirurgiens qui font la différence, mais aussi des robots, que ce soit dans leur propre hôpital ou parfois à des milliers de kilomètres. Les médecins réalisent désormais des opérations à distance grâce à de la chirurgie robotique. C'est une technologie qui bénéficie également aux patients puisqu'elle est moins agressive et elle permet une récupération beaucoup plus rapide. Florence Mathieu et Fabienne Blévis nous expliquent. Dans ses mains, plus de scalpel, mais des joysticks. Concentré, le professeur Richard Gaston opère. Derrière une console, pieds sur les pédales. On joue avec les mains et les pieds. Mes jeunes collègues sont nés avec des joysticks dans les mains et c'est beaucoup plus facile pour eux, bien entendu. Le patient à qui il va retirer la prostate est à quelques mètres. Dans sa clinique bordelaise, ce chirurgien n'opère plus qu'avec un robot. 4 bras articulés lui obéissent. Ne bougez pas la table d'opération, le babinier est terminé. 4 micro-incisions sont réalisées dans l'abdomen. Aux extrémités des bras métalliques, une caméra, des ciseaux, des pinces. Le robot voit bien mieux que l'homme. Il est aussi plus agile pour une chirurgie de plus haute précision. Quand je vais faire une suture, l'aiguille est capable de faire des tours de 360 degrés, ce que la main humaine ne peut pas faire. Le grand gagnant dans tout ça, c'est le patient. Cette technologie permet aussi de réaliser des opérations longue distance. C'est ce que Richard Gaston a testé il y a un an dans le cadre d'une expérimentation. Lui se trouvait à Bordeaux, son patient à 11 000 km à Pékin. Quand j'appuyais sur la pédale du bistouri électrique, instantanément, j'entendais dans la salle d'opération le bruit du bistouri électrique. Une chirurgie robotique moins agressive pour les patients. Pas de cicatrices, une récupération plus rapide. Le chirurgien n'y voit que des avantages. Son patient aussi. J'ai trouvé même peut-être que ça apportait plus de sécurité. Parce que la main de l'homme peut faillir, alors que le robot, lui, est toujours très fidèle à ce qu'on lui demande. Certains se poseront la question d'une éventuelle panne. À ce jour, il n'y a eu aucun incident grave enregistré sur les milliers d'opérations déjà réalisées. La manipulation des robots requiert un savoir-faire et beaucoup d'entraînement. C'est ici, à Strasbourg, à l'IRCAD, que les chirurgiens du monde entier viennent se former, notamment pour prendre en main ce robot de dernière génération. Un seul bras qui déploie comme une pieuvre ses 4 tentacules. Des outils ultra performants, mais qui soulèvent encore des questions chez les professionnels. La robotique, l'informatique, l'intelligence artificielle aussi, moi je pense que ça sera le futur. Ça vous fait peur? Un peu. Pourquoi? Parce que on perd quand même le contrôle, moi je pense. À terme, la machine remplacera-t-elle l'homme? Pour Jacques Marescot, chirurgien et membre de l'Académie de médecine, le scénario est plus que probable. Dans 20 ans ou dans 30 ans, on sait que la chirurgie, comme l'aéronautique est devenue automatique,
la voiture est devenue automatique, mais la chirurgie va devenir automatique et le robot sera autonome. Il imagine même pour demain un monde où les médecins opéreraient à distance leurs patients sans aucune limite géographique. Une tour de contrôle où une nuit, vous avez 2 neurochirurgiens qui vont pouvoir opérer dans 20 hôpitaux, par exemple, au moment où il y a des urgences, ça, pour moi, c'est un avenir fabuleux de la téléchirurgie. Les robots ont déjà envahi les blocs opératoires. En France, il y en avait 4 il y a 20 ans. Ils sont près de 300 aujourd'hui. De nombreuses avancées médicales qui sont permises évidemment grâce au travail des chercheurs. Bonsoir Dorothée Lachaud. Bonsoir Jean-Baptiste. On va parler de la place de la France dans cette recherche médicale. On en est où ? Alors, eh bien, tout dépend, Jean-Baptiste, de quel côté du microscope on regarde. Sur certains champs spécifiques de recherche clinique, c'est vrai, la France reste leader dans le monde. C'est le cas notamment de l'oncologie ou encore des maladies rares, des thèmes sur lesquels nous sommes à la pointe. Mais si on dézoome, au global, la recherche est plutôt en perte de vitesse dans l'Hexagone. Regardez, en 15 ans, notre pays est passé du 6e au 13e rang mondial en termes de publications scientifiques. Un recul qui s'explique à la fois, selon les chercheurs, par une progression assez spectaculaire de la Chine, mais aussi par un manque d'investissement. Eh oui, justement, on a besoin d'argent pour la recherche. Qui finance la recherche en France aujourd'hui ? Eh bien d'abord, il y a l'État. L'an dernier, l'enveloppe qui a été dédiée à l'innovation et à la recherche en santé s'élevait à 3 milliards d'euros. Mais ça ne suffit pas. La recherche est donc également financée par les laboratoires pharmaceutiques. Et puis enfin, et ce n'est pas négligeable, par les contribuables comme vous et moi, Jean-Baptiste. Les dons, aujourd'hui, pèsent par exemple pour 1/3 des ressources de l'Institut Pasteur et pour la quasi-totalité du financement du Téléthon qui est diffusé sur nos antennes. On le voit, l'événement a rapporté l'an dernier plus de 96,5 millions d'euros de dons. Des dons qui ont permis de contribuer à développer, entre autres, l'ARN messager, vous savez, cette fameuse technologie présente dans les vaccins Covid. Justement, vous évoquiez le Téléthon, Dorothée, ce sera les 5 et 6 décembre prochains pour l'édition 2025. On sera au rendez-vous. On comprend en tout cas ce soir qu'on est vraiment à la veille de nouveaux exploits médicaux, comme par exemple pour détecter le mélanome. Vous savez, ce cancer de la peau, parfois très difficile à repérer, et c'est désormais possible grâce à une toute nouvelle machine. Elle combine intelligence artificielle et photographie. C'est un scanner équipé de 92 caméras qui peut analyser en 1 seconde seulement toute la surface de la peau. Diagnostic ultra précis, rapide, qui permet d'identifier des lésions atypiques. Reportage à Marseille, Anne-Christine Roth et Océane Labalette. Bonjour. En matière de dépistage du mélanome, Vous allez pouvoir vous mettre au milieu de la machine. c'est une petite révolution. Alors, mettez vos 2 pouces au niveau des hanches et ensuite, vous écartez un petit peu. 1 seconde à peine. Et les 92 appareils photo de la machine scannent toute la surface de la peau. L'examen est déjà terminé, vous pouvez relâcher. Sur l'écran, cet avatar numérique apparaît en 3D avec des dizaines de triangles. Il pointe les grains de beauté classés ensuite par l'intelligence artificielle. Toutes les petites lésions cutanées qui sont trouvées dans cet avatar sont mises dans cette représentation graphique et on peut avoir une visualisation en un coup de l'ensemble des grains de beauté du patient et de très vite repérer une lésion qui est atypique ou suspecte. Cette technologie est utilisée pour les patients à risque, comme Nicolas Delmotte, 38 ans, 380 grains de beauté. Depuis que je suis tout petit, en fait, je me fais suivre par des dermatologues qui m'ont toujours demandé de me prendre en photo, mais c'est pas toujours simple. Et c'est vrai que là, en une consultation, ça me permet de voir tous mes grains de beauté et d'avoir un suivi régulier. Après la machine, c'est la dermatologue qui reprend la main pour examiner les grains de beauté suspects. Je l'applique directement sur la lésion et là, on a un zoom x200. Avec l'aide, là encore, de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui va nous dire qu'elle ressemble, ce grain de beauté, à un autre grain de beauté via sa base de données d'images et nous donner un score de bénignité ou de malignité. Donc là, c'est un score complètement bénin. Donc là, on est vraiment rassuré. Le mélanome est un cancer de la peau très agressif, mais plus il est pris tôt, mieux il se soigne. 99% de chances de survie à un stade précoce, d'où l'importance du dépistage. Elle est bien cicatrisée. Aucun problème. Non, franchement, tout est très bien. Le mélanome, c'est quand même quelque chose de très rare. Donc, on en détecte beaucoup, et notamment des petits mélanomes à un stade très précoce. Donc ça, c'est vraiment une avancée majeure. Une technologie de pointe importée des États-Unis et un investissement conséquent, 500 000 € par appareil. Actuellement, seuls 3 établissements français en possèdent un.